I said, for my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. En 2019 sortait un film hollywoodien qui allait faire grand bruit dans le monde, battre des records au box-office et rafler de nombreuses récompenses. Ce film, c'est Joker, réalisé par Todd Phillips. À vrai dire, tout ou quasiment tout a déjà été dit autant sur le fond que sur la forme du film, alors ici il ne s'agit pas de répéter ce qui a déjà été décrypté et analysé. Ce qui est intéressant, c'est de traiter du Joker en le mettant en relation avec une œuvre bien moins connue que vous avez peut-être découverte avec le titre de la vidéo. Cette œuvre, c'est le recueil de poèmes La Nuit remue, publié en 1935 par Henri Michaud, et tout particulièrement la seconde partie du recueil, intitulée Mes propriétés. Pourquoi aller chercher une œuvre littéraire française du début du siècle dernier pour la mettre en relation avec un film hollywoodien sorti plus de 80 ans après ? Parce que, comme nous allons le voir, Henri Michaud se révèle être un commentateur particulièrement pertinent du long métrage de Todd Phillips. Mais avant d'introduire La Nuit remue, revenons sur le Joker, et plus précisément sur le thème qui nous intéresse ici, la représentation de la marginalité et de la folie dans l'œuvre. Si folie et marginalité sont en lien étroit, ce n'est pas un hasard. Pour le comprendre, il suffit de se référer à la définition la plus vaste de la folie, qui désigne des comportements anormaux, c'est-à-dire qui s'écartent de ce qui serait raisonnable au regard des normes sociales. Avant même d'être l'expression et l'effet d'une maladie ou d'un trouble mental, la folie est d'abord ce qui n'est pas normal, ce qui est contraire à la raison, au bon sens. En ce sens, le fou est avant tout un marginal, celui qui est mis de côté par la société car il s'éloigne des normes considérées comme nécessaires au bon fonctionnement de celles-ci. C'est également celui qui est montré du doigt parce qu'il est marginal, le monstre au sens étymologique du terme, issu du latin monstrare, qui signifie montrer, désigner ou indiquer. Arthur Fleck, le personnage qui va devenir le Joker au cours du film de Todd Phillips, peut correspondre à ces trois dénominations. Il est le marginal, le fou, le monstre, et il va progressivement s'affirmer dans ces trois rôles jusqu'à les assumer clairement. Dès le début du film, Arthur Fleck est représenté comme vivant en marge de la société avec sa mère, dans un immeuble miteux, travaillant dans une agence de clowns pour subvenir à ses besoins, et surtout comme un homme souffrant de troubles mentaux importants qui le poussent notamment à rire de façon compulsive à des moments pour le moins inopportuns. À partir de là, Joker est le film d'une longue descente aux enfers, celle d'Arthur qui, au gré d'une suite d'événements malheureux et contingents qu'il subit, va perdre son emploi, ne plus être suivi par une assistante sociale, et même tomber dans le crime, tout ceci coïncidant avec le moment où le personnage assume pleinement sa folie et sa marginalité. C'est bien là le point qui nous interpelle dans le film, la façon dont est traitée et représentée la folie du personnage. Car à ce niveau-là aussi, il y a une évolution bien marquée qui se ressent tant dans le fond que sur la forme du film. Arthur Fleck ne devient pas fou au cours du film, il l'est déjà au tout départ, de même que la société n'attend pas qu'il perde son emploi et qu'il devienne un criminel pour lui dénier toute considération. Ce qui va changer se situe au niveau de la relation du personnage à sa situation. En effet, au début du film, Arthur tente du mieux qu'il peut de s'adapter à un monde qui le rejette, que ce soit par des moyens plus traditionnels tels que les médicaments, les rendez-vous avec une assistante sociale, ou par des moyens plus spectaculaires que sont la danse qui lui permet d'extérioriser ses émotions, ou encore le fantasme ou le délire, c'est-à-dire des productions de son imaginaire lui permettant d'échapper à la réalité. Le fantasme que déploie l'imaginaire d'Arthur prend plusieurs formes. Le fantasme d'une relation amoureuse avec sa voisine que le spectateur croit lui aussi réelle jusqu'à une scène de révélation poignante, mais aussi le fantasme d'une relation de père à fils avec Murray, le présentateur de l'émission dont il est fan, ou encore le fantasme d'être un humoriste de stand-up à succès. Le tour de force du film est de faire douter constamment le spectateur en brouillant les frontières entre la réalité et le fantasme, comme c'est le cas dans l'esprit du personnage principal. D'ailleurs, ces fantasmes vont évoluer de façon pour le moins tragique à partir du moment où la roue commence à tourner pour Arthur Fleck et qu'il se trouve pris dans une suite d'événements tragiques et criminels. Progressivement, tous les fantasmes que s'était construit Arthur vont se révéler imaginaires, et ce dernier va brutalement arrêter d'essayer de se conformer à la société qui le marginalise, comme cela pouvait être le cas au début du film. C'est la fin d'Arthur Fleck et le début du Joker, et nous pourrions résumer cela en disant qu'au moment où Fleck assume complètement sa folie et sa monstruosité, il remplace tous ses fantasmes par un autre moyen de détournement vis-à-vis de la réalité, celui qui consiste à devenir un personnage déguisé et maquillé, le Joker. Le déguisement et le maquillage du clown représentaient au début du film une façon de se conformer à la société, puisqu'il correspondait à son emploi, une volonté d'adaptation qui passait par le travestissement du corps, ce qui n'est pas étonnant, tant le marginal est souvent représenté dans l'art comme ayant un corps laid voire difforme, pensons par exemple au Quasimodo de Victor Hugo. Néanmoins, à partir du moment où Arthur Fleck devient le Joker, le travestissement n'est plus une façon de s'adapter ou de se conformer en se trouvant un rôle. Cela devient bien au contraire une identité à part entière, complètement assumée, le personnage prenant totalement le pas sur la personne à mesure que cette dernière sombre totalement dans la folie.
Justement, il est temps de remonter plus de 8 décennies en arrière pour aller chercher un recueil de poèmes écrit par un écrivain discret et peu connu du grand public, j'ai nommé Henri Michaud, qui publie en 1935 La Nuit remue. La deuxième partie, intitulée Mes propriétés, qui rassemble des poèmes aux formes variées écrits avant 1930, est particulièrement intéressante à mettre en relation avec le Joker, puisque les poèmes qu'écrit Michaud sont destinés tout spécialement aux faibles, aux malades et aux maladifs, aux enfants, aux opprimés et inadaptés de toutes sortes. Ces mots, Michaud les écrit dans une postface de 1934 qui éclaircit le projet d'écriture de Mes propriétés et lui donne tout son sens. Dans ce petit texte, Michaud affirme que son écriture a une vertu thérapeutique et qu'il a écrit ses poèmes d'abord pour sa santé à lui, ensuite pour celle de tous ceux qui peuvent s'y reconnaître, c'est-à-dire tous ceux qui ont besoin de se fondre dans un autre costume, de laisser leur imaginaire prendre le pas à la manière d'Arthur Fleck. Parce que Mes propriétés, c'est un peu une sorte d'exorcisme pour les marginaux, une possibilité donnée d'échapper au réel en délirant, comme dans le poème intitulé Crier, qui met en scène un narrateur qui fantasme un concert assourdissant pour se persuader qu'il peut hurler de douleur sans gêner personne. Dans la postface, Michaud écrit que les textes du recueil sont motivés par rien d'autre que l'impuissance à se conformer et prend l'exemple de l'homme qui veut qu'on le prenne pour Napoléon Ier parce qu'il a besoin de se reconnaître et de se faire reconnaître par les autres comme un personnage fictif pour mieux se construire une identité solide et résister mentalement dans un monde qui lui est hostile. Cette hostilité sociale est ressentie par exemple dans le poème Un chiffon, dans lequel le narrateur se fantasme en chiffon qui s'affaisse au moindre contact social et devient aussitôt vulnérable à toutes sortes d'attaques et de moqueries. L'image du fou qui se prend pour Napoléon Ier utilisée par Michaud dans la postface nous fait retomber du côté du Joker, lui qui a aussi besoin pour sa survie mentale de se fondre dans le personnage du Joker qu'il s'est construit. Dans l'écriture de Mes propriétés, comme l'indique par ailleurs le titre, tout est question d'identité propre et de construction pour échapper à la vulnérabilité vis-à-vis des autres. Une scène de Joker résonne particulièrement avec les propos et le projet d'écriture d'Henri Michaud. Quand Arthur Fleck rencontre Murray dans les coulisses de l'émission de ses rêves à laquelle il a finalement la possibilité de participer, il demande au présentateur de le présenter sous le nom de Joker, nom que Murray lui avait donné lorsqu'il s'était moqué de lui dans une précédente émission, passage qui avait marqué l'éclatement brutal de l'un des nombreux fantasmes d'Arthur Fleck. La scène a une forte portée symbolique, puisqu'à partir du moment où il demande à être reconnu par les autres comme le Joker et non plus comme Arthur Fleck, le personnage principal du film a enfin assumé sa différence et a trouvé une identité qui lui permet de résister aux attaques et à l'hostilité du monde extérieur. D'ailleurs, au cours de son passage dans l'émission, le Joker parvient à déployer tout un discours en face du présentateur et des caméras, sans être interrompu par une quinte de rire comme c'était constamment le cas pour Arthur Fleck. Le Joker arrive à maîtriser son rire parce qu'il est libéré, il assume sa folie dans un dernier discours au cours duquel il fustige la violence de la société et se présente lui-même comme un marginal avant de tuer le présentateur dans un accès de violence. C'est d'ailleurs là une différence fondamentale entre les deux œuvres qui sont mises en relation ici. Dans Joker, la folie et la marginalité sont volontairement représentées de la façon la plus naturaliste possible, ce qui est particulièrement réussi au moyen de tout un travail de forme et du jeu d'acteur fabuleux de Joaquin Phoenix, récompensé par un Oscar du meilleur acteur pour sa performance. La violence qui résulte de cette folie et des événements contingents qui l'aggravent est elle aussi représentée sans chercher à l'euphémiser ou à la voiler, ce qui a généré quelques débats autour du film, dont certains ont pu estimer qu'il légitimait la violence, ce qui semble être un contresens dans la mesure où le film fait voir sans arrière-pensée une violence qui existe et qu'il est probablement contre-productive de cacher et de refouler dans les arts. Au contraire, il n'y a pas cette visée de représentation directe de la folie dans Mes propriétés, c'est bien plutôt un exercice d'écriture qui se veut une solution palliative ou un soin thérapeutique, et en ce sens, ce sont plus des représentations de fantasmes qui sont les effets de la folie plutôt qu'une représentation du fou lui-même. Mais dans les deux œuvres, ce qui transparaît avant tout, c'est la volonté de créer un espace de représentation ou d'expression pour les marginaux, les inadaptés comme dit Michaud, ce que l'on peut qualifier de fous au sens le plus englobant du terme. Si dans la postface de Mes propriétés, Henri Michaud qualifie son livre d'expérience ayant une portée sociale, nous pouvons dire la même chose de Joker. Certes, ces deux œuvres peuvent être appréhendées et appréciées d'un point de vue uniquement esthétique, sans considération pour un potentiel message ou leur portée sociale. Mais ce serait peut-être passer à côté de quelque chose, en particulier pour Joker qui, au-delà du film génial qu'il est, a le courage d'ouvrir sans concession le champ de la représentation cinématographique à la marge, à ce sur quoi par définition on ne s'attarde pas, à ce qu'on ne prend pas en considération. Joker et La Nuit remue sont des œuvres complémentaires, en tant que la première met le doigt sur une exclusion que la deuxième cherche à accompagner. C'est en ce sens qu'il est intéressant de faire dialoguer des œuvres très éloignées dans le temps et dans le genre, qui a priori n'ont rien à voir entre elles et s'adressent à des publics totalement différents, mais qui pourtant peuvent s'expliquer mutuellement et se croiser sur bien des points.
C'est tout pour cette analyse thématique comparée de deux œuvres qui me tiennent à cœur. Merci d'avoir regardé, je vous mets quelques sources pour compléter la vidéo en description. Enfin, si le concept de croiser une œuvre grand public avec une autre moins connue autour d'un thème précis vous a plu, n'hésitez pas à proposer d'autres croisements de ce genre qui pourraient être faits à l'avenir. À bientôt.